Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct et Service Info d'Expert. Je suis ravi de vous retrouver pour le brief du lundi et l'analyse graphique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, la chaîne Bourse Direct YouTube, sur le compte Twitter de Bourse Direct. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Twitter sur lequel je publie régulièrement la mise à jour des positions ouvertes, les différentes interventions et puis des points de marché, des graphiques. Des éléments qui peuvent être intéressants à suivre, donc merci encore de vous abonner, c'est toujours important pour le travail qu'on fait. Voilà, parenthèse faite, et bien donc un début de semaine qui indique toujours qu'on est dans un contexte d'appétit pour le risque, et il a l'air de se mettre en place cette fois-ci du côté des marchés américains qui sous-performaient nettement depuis le début de l'année. Et on dirait que les marchés américains commencent la semaine en relais des indices européens qui commençaient à consolider eux. Alors on arrive dans le cœur de la saison des publications des entreprises, on va avoir des rendez-vous importants cette semaine, beaucoup de publications, que ce soit tant du côté des marchés américains que du côté européen. Pour les gros rendez-vous que j'ai retenus, à Paris on aura FH demain, Alstom mercredi, jeudi ce sera LVMH et STM, et vendredi Rémi Cointreau. Il y en a pas mal d'autres évidemment, mais pour les grosses publications ce sera ça. Et puis du côté des États-Unis, on aura demain mardi Microsoft, Johnson & Johnson, Tesla, ASML qui publieront aussi, Visa, Mastercard et Chevron vendredi. Donc voilà les plus grosses publications de la semaine à suivre. Le cœur des GAFAM ce sera la semaine suivante, mais on aura quand même deux grosses publications, Microsoft et Tesla, donc pour la semaine à venir. Les marchés chinois sont fermés pour le nouvel an, ce qui n'empêche pas de donner des signaux intéressants du côté de la Chine, on en reparlera, et du Japon aussi, on va le regarder graphiquement pour le Japon. On a donc une semaine aussi importante côté macroéconomique, on aura demain mardi des PMI, donc les directeurs d'achat, en Europe le matin, aux États-Unis l'après-midi, donc les directeurs d'achat, on considère que c'est avancé sur la santé de l'économie, toujours une statistique importante. Mercredi, ce sera l'IFO, du climat des affaires en Allemagne. Puis jeudi, on ira aux États-Unis plutôt en début d'après-midi avec les commandes de biens durables et le PIB américain, qui seront à surveiller, mais c'est surtout vendredi l'indice PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages, qui va être surveillé par les opérateurs. C'est le chiffre le plus observé par la Fed pour la mesure de l'inflation. Et donc ça va être évidemment important pour l'évolution de la politique monétaire. La réunion de la Fed, la prochaine, ce sera dans une dizaine de jours maintenant. Donc on a un contexte dense en informations qui arrivent, des marchés qui jouent pas mal de contre-pied, en Europe toujours beaucoup de force dans les indices et une consolidation qui a du mal à se mettre en place, mais pour l'instant qui se met en place mollement. Attention à ne pas céder à l'envie de trop payer trop haut. On a allégé des positions, on va attendre soit les débordements techniques, on va les regarder, soit des replis. C'est plutôt le scénario d'un repli à court terme qui pourrait se mettre en place. Et là, c'est plutôt la spéculation qui joue et qui tire un peu le marché, notamment les marchés américains qui ouvrent en forme. Manifestement, on va le voir, nous sommes donc le 23 janvier, il est 16h35, donc les marchés américains sont ouverts depuis un peu plus d'une heure, lundi 23 janvier. C'est une nouvelle échéance aussi sur les marchés dérivés. Du côté de l'intérêt, on a un intérêt qui n'a pas été trop abandonné en cette fin d'échéance cette fois-ci, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ça avait été le cas déjà nettement en décembre. Pas beaucoup d'intérêts reconstruits, on l'a dit, au cours de l'échéance du mois de janvier. On est maintenant sur le mois de février, donc sur les options et les futurs. Et on constate donc qu'il n'y a pas de baisse de l'intérêt. C'est plutôt un léger intérêt acheteur qui s'est construit. Alors il y a un phénomène intéressant aussi. Du côté des couvertures, on a des portefeuilles qui sont plutôt couverts. Donc les opérateurs restent relativement prudents, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On n'a pas de complaisance du tout. On va le voir avec le VIX qu'on avait commencé à regarder la semaine dernière et qui est repassé en zone de prudence. Alors il doit baisser un peu aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Phénomène intéressant, c'est que manifestement, le mouvement haussier, comme on l'évoquait la semaine dernière, s'est fait plus sur fond de retail et de main faible que donc le mouvement haussier qui a été entamé fin septembre, a été initié en Europe et en Asie plutôt sur fond de spéculation retail, donc de clients particuliers, de main plutôt faible et pas de main forte. Les hedge funds et les gros investisseurs institutionnels étaient un peu en retrait de ce mouvement. On l'avait indiqué déjà il y a quelques temps dans les stratégies donc de hedge funds qui étaient assez en retrait sur le marché, qui avaient diminué leur risque, diminué leur effet de levier,
et qui donc ont laissé un peu passer le mouvement. Donc c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le Global CEO de Odo BHF. Vous pourrez retrouver son intervention sur Bismart. Je l'ai retweeté sur mon compte Twitter, vous pourrez la retrouver ici. Vous verrez donc son intervention, il le confirme, et il dit que si ces mouvements se mettent en place, ce sont des mouvements forts et importants, et on est en train de tenter de déborder des niveaux techniques majeurs sur les indices américains aussi, mais sur les indices européens et sur les indices asiatiques. On arrive à des niveaux importants, et donc il pourrait y avoir des programmes importants de soutien sur le marché qui se mettent en place. Ce sera confirmé donc probablement au cours de la saison des publications trimestrielles des entreprises. Mais donc c'est bien ce qui me semblait, et ce qu'on avait évoqué déjà ensemble au cours des différents points journaliers, c'est que cette hausse, elle s'était construite peut-être avec ce qui pouvait sembler une divergence et un manque d'intérêt. C'est en fait que beaucoup d'opérateurs sont un peu restés sur place, attendaient plus de visibilité, des meilleurs points de vue, et comme souvent le marché anticipe, et il est parti un peu sans la majeure partie des opérateurs. Alors qu'on ait un retracement de 2-3% en Europe, ça n'est pas impossible, on va aller regarder quels niveaux sont à surveiller, mais en tout cas, pas de complaisance, un peu de soutien et des volumes qui sont à la main des acheteurs pour l'instant, et on voit des indices qui ont beaucoup de mal à refluer. Donc c'est plutôt des signes assez forts. Et on va zoomer un petit peu aussi sur les indices européens, différents indices européens qui, vous allez le voir, passent des niveaux techniques majeurs. Le MIB en Italie ou l'IBEX qui s'approche de niveaux vraiment très importants. Il y a peut-être des choses fortes qui se mettent en place en Europe. Alors on passe tout de suite au graphique. Et comme toujours, on commence par le S&P 500 en hebdomadaire. Il est en train de l'attaquer une fois encore, cette fameuse oblique que tout le monde de la finance observe depuis des semaines. Elle est bien placée ici, on l'a vu là. Je ne reviens pas dessus trop longtemps, on l'avait fait déjà plusieurs fois, tout le monde la connaît, cette oblique. On avait buté dessus la semaine dernière, baissé un peu. Ce gap baissier, cet îlot de cotation isolé qui n'était pas terrible, eh bien on repasse au-dessus avec donc une accélération haussière en début de semaine, et même un gap haussier qui a été tout de suite comblé. Signe de force pour ce début de semaine aux États-Unis. On va regarder le graphique en hebdomadaire. On est toujours dans cette zone. Là, pas de gap hebdomadaire, c'est un gap journalier, mais donc cette zone de lutte, et on ouvre pour l'instant au-dessus de l'oblique clairement quand on regarde en hebdomadaire. Alors il va falloir, je reviens en journalier, accumuler donc sur la partie haute de cette zone, 3933-3956, déborder l'oblique, l'oblique qui a vraiment été bien identifié par le marché, et aller être réinstallé au-dessus de cette zone 4005, 4058 sur plusieurs clôtures pour considérer que on peut prendre du champ avec ça. Évidemment, plus on s'en éloignera, mieux ce sera. Mais pour l'instant, c'est un nouveau mouvement fort. Le volume dans cette bougie a été bien supérieur au volume des bougies baissières précédentes. Bien supérieur, nettement supérieur, mais de façon significative. Donc voilà, et on se rattaque à ce niveau qu'on n'avait pas réussi à déborder depuis le mois de décembre dernier. On verra comment sera la clôture. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur fond d'optimisme que commence cette semaine et de soutien. Alors évidemment, si les marchés européens qui avaient beaucoup performé, puisqu'on rappelle que les marchés américains étaient en retard, les indices américains n'avaient quasiment pas performé, c'est 1,5% pour le S&P depuis le début de l'année, plus cette séance d'aujourd'hui. Mais les indices américains étaient relativement en retard, le Nasdaq aussi, et le Dow Jones de la même façon. Donc c'est des indices européens qui avaient plutôt progressé de 7-8%. Qui était très en avance. Si les indices américains viennent en soutien, ça peut évidemment alimenter le mouvement. On va voir ce qu'il en est dans les heures qui viennent. On passe au Nasdaq, bien sûr. Le Nasdaq 100 en journalier aussi. Bien, lui aussi, il est en train d'attaquer cette oblique. Alors l'oblique, je l'avais tracé pour trouver le bon niveau. J'avais été dézoomé en mensuel. C'est bien une ligne mensuelle à laquelle s'attaque le Nasdaq 100. On n'est pas encore à la fin du mois, donc il va falloir voir s'il arrive à le déborder avec du soutien. Toujours du volume un peu à la faveur des acheteurs, et on voit bien ce point ici, deuxième point là, troisième point ici, on a bien 3 points, et la tendance est propre. Je vous le montre en mensuel parce que si on dézoome, qu'on regarde en hebdomadaire, on a l'impression qu'il n'est pas bien travaillé. Ici, on l'avait entamé ici, on n'avait pas réussi à l'atteindre sur ce niveau-là. On avait buté dessus, mais ici, il avait été bien identifié par le marché. Donc, c'est bien ce point-là, niveau-là qu'il faut regarder. Et donc, ce niveau de 11 638 qui devient très important à préserver dans les heures qui viennent pour confirmer le débordement et la sortie. On a bien ce double appui, ces mèches ici, donc une accumulation
accélération haussière, repli sur le même niveau, donc double appui. On peut même parler ici d'un double bottom puisque les points d'appui se font à plus d'un mois d'écart. On a donc en place une accélération haussière avec ces mèches, hein, c'est toujours un très bon signal, ces petits marteaux qui se mettent en place, gap haussier, comblement, accélération, autre marteau, et les volumes un peu supérieurs. Donc en hebdomadaire, on voit que c'est pas pour rien, qu'il y a une accumulation lourde, plus longue ici, plus rapide là avec des mèches basses, c'est plutôt un bon signal, et vous le retrouverez sur pas mal d'actifs et pas mal de valeurs en ce moment, ce genre de configuration. Alors si on zoome en journalier, on est en train de passer aussi 11 138, on le voit bien, évidemment, avec pour l'instant donc une bataille autour de ce niveau et de ce support 11 638 qui est important. Le niveau à surveiller, c'est ensuite la zone 11 860, 11 800, on y arrive, ça va être vraiment lourd, pas évident que le marché le passe avant d'avoir les drivers pour le faire, mais en tout cas pour l'instant, les mains du marché ont l'air de décider de vouloir y entrer, et c'est plutôt un signal acheteur qui se confirme et qui se met en place, bien entendu, avec cette accélération haussière. Alors, on va le voir sur le VIX, que j'aime bien vous montrer à chaque fois, parce qu'il donne vraiment l'état d'esprit des opérateurs. Voilà, on est allé se repositionner dans cette zone de vigilance. On n'est pas du tout en complaisance, on monte, on forme des nouveaux plus hauts pour les indices américains, et regardez, l'indice de volatilité, il reste dans sa zone de vigilance entre 18,65 et 21,50. Je dézoome dessus pour ceux qui ne l'auraient pas vu les mois précédents. Les niveaux d'alerte et de complaisance, ils sont plus bas si on est en mensuel, si on est en hebdomadaire, je les ai mieux notés. On a donc un niveau de vigilance qui est ici, on était en alerte et alerte forte pendant tout 2022. Là, on attaque ce début d'année avec toujours de la prudence de la part des opérateurs, la volatilité étendue, 18,65, 21,50, c'est important. Optimisme, ce serait entre 15,40 et 18,65, je le rappelle. Complaisance, ce serait sous 15,40 et entre 12,10 et 15,40. On a même connu des périodes d'accumulation dans cette zone-là qui sont très importantes. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est en zone de complaisance que le marché va baisser instantanément. C'est qu'il est risqué, mais on a pu rester en zone de complaisance entre 2018 et 2020, avant qu'un mouvement, alors il y a eu des mouvements d'accélération forts, mais avant que le mouvement le plus fort se mette en place, et même si on veut prendre la période la plus courte, entre février 2019 et février 2020, on a eu des pics, mais on n'avait pas rompu ce niveau de vigilance. Donc vous voyez, une accumulation en zone de complaisance, ça peut durer longtemps. Donc on est loin de revenir dans des niveaux de complaisance importants. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que je l'entends parfois, et c'est pas parce qu'on est monté vite que c'est un critère. Je l'entends souvent, c'est pas vite, c'est pas un critère, beaucoup, c'est pas un critère en bourse. Malheureusement, ça ne suffit pas à former une stratégie. Quand on voit des hausses qui se forment avec du volume, eh bien, il y a des mouvements forts qui se mettent en place. Et encore une fois, les programmes d'achat dont on parlait en introduction sont des programmes de long terme. Quand on parle de mains fortes et de grosses mains du marché, ce sont des accumulations qui sont faites sur plusieurs mois, plusieurs années. On imagine bien que pour rentrer plusieurs centaines de millions, milliards de positions, ça ne se fait pas en quelques jours de bourse, ce sont des accumulations fortes et les retournements de la même façon. Alors on va voir si elles se mettent en place, on va voir si elles se confirment. Pour l'instant, ça en prend le chemin, mais c'est peut-être quelque chose de fort qui effectivement est en train de se dérouler, et on va voir si cette accumulation eh bien, a lieu, et la publication des entreprises, qui est le nerf de la guerre, va être probablement des révélateurs de cette stratégie ou non, et voir donc effectivement ce qu'il en est du côté des marchés européens et des marchés asiatiques. Et on va venir justement du côté des marchés européens. Je voudrais vous montrer, alors sur l'Eurostoxx, on regarde régulièrement des niveaux importants, et cette consolidation qui essaye de se mettre en place, et elle est forte, toujours, on est en hebdomadaire sur l'Eurostoxx. J'ai essayé d'enlever le plus de lignes possible parce que c'était un peu dense. Vous avez vraiment les majeurs qui sont là, 4024, le gap hebdomadaire d'il y a de début janvier, du début de l'année. Enfin, le début de l'année était ici, deuxième semaine de l'année, et là, bougie d'indécision la semaine dernière, consolidation, et consolidation forte. On n'arrive pas à passer pour l'instant 4160, la borne haute du trading range 4024, 4160, mais on voit qu'on accumule au-delà de la médiane à 4107, on est passé en dessous courant de la semaine dernière, mais on n'accélère pas, le marché tient bien, il tient pas mal au-dessus de ce niveau-là. Alors qu'on a consolidé jusqu'ici sans problème, ce serait même un point d'entrée intéressant, et cette zone, pourquoi pas. Le retour sous ce gap-là, ce serait un petit warning à prendre en compte, mais cette zone d'alerte 3965-4024 offrirait probablement des points d'entrée. Le marché peut même se permettre de consolider plus, et tant qu'on est au-dessus de la zone d'alerte de moyen terme, donc qui est située entre 3745 et 3725,5, 3800 €,
on est à l'abri de mouvements plus violents. Ce serait pas bon de rompre 3965, on invaliderait une bonne partie du mouvement du début de l'année. Ce serait quand même un premier warning, mais on peut, considérant cette stratégie, qu'il y a des grosses mains qui sont prêtes à entrer, et encore une fois, les volumes traduisent, et la lecture de la position spéculative traduisent le fait que eh bien, il y a un mouvement qui s'est fait en l'absence de grosses mains. Alors, sur ce mouvement-là, début 2019, fin 2018, début 2019, on avait eu un mouvement un peu similaire sur les marchés dérivés, et on avait considéré que la consolidation aurait pu être un peu plus longue parce que justement on manquait de soutien. Puis le marché est monté, en absence de soutien sur les marchés dérivés, mais avec des volumes qui étaient un petit peu plus soutenus, et puis au final, eh bien, le marché a stagné et il a continué à accélérer, ce qui veut dire qu'on a des zones comme ça qui peuvent être moins construites du côté spéculatif, mais la spéculation, elle reporte ses positions de mois en mois. Quand elle n'a pas réussi sur un mois, c'est pas parce que la zone est plus fragile en dessous, enfin parce qu'il y a moins de contrats que la zone est forcément beaucoup plus fragile. Le volume, c'est plus gênant, la position spéculative, c'est encore autre chose, et donc elle peut se construire après et ensuite, et c'est ce qui s'était passé en début 2019 pour une hausse qui avait été assez significative ensuite. Voilà pour la parenthèse. Alors, si on regarde en Europe, je voulais vous remontrer en hebdomadaire le graphique de l'indice CAC 40 Cash. Pas mal de niveaux de support et de résistance, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse globalement. C'est le fait que l'indice CAC 40 soit en train de déborder l'ancien canal haussier qui est actif depuis maintenant 2011. On l'a regardé plusieurs fois. On avait oscillé autour. On est en train de le déborder, alors que l'indice a cherché sa cible idéale qui est située aux alentours des points hauts, à 7372. On le retrouve en dupliquant la taille de cette structure ici, en la prenant ici. Que l'indice aille dupliquer cette structure-là et sortir pour aller chercher, on retrouve mathématiquement nos points hauts historiques sur le CAC 40 Cash, dividendes donc non réinvestis, eh bien qu'il le fasse, ça correspond, mais peut-être qu'il va aller consolider un peu avant et s'appuyer sur la bande du canal. Encore une fois, ce serait un point d'entrée, et ça correspond exactement à notre zone qu'on indiquait sur le futur CAC 40, située entre 3820 et 3850. 6820 et 6850, pardon, 6820, 6850, je confirme, à la faveur d'une petite consolidation, si elle accepte de se mettre en place. Pour l'instant, ça n'est toujours pas le cas, et on voit que le début de semaine se fait toujours partie haute. Sur le futur CAC 40, pour qu'on le regarde dans la foulée, et puis on viendra aux autres indices européens, on a toujours ce graphique en 14 heures, et je vous avais proposé sur Twitter la structure suivante, le décompte suivant d'Elliott. C'est toujours intéressant de le regarder. C'est difficile à mesurer les vagues d'Elliott, et elle laisse souvent dans le doute, c'est vrai, mais quand elle est propre comme ça, eh bien, moi je la prends en considération, et on va voir ce qu'elle nous propose. Donc on avait eu cette vague 1, cette vague de hausse que vous avez ici, vague 1, qui est consolidée en grosse partie, retracée en grosse partie, la vague 2. Donc ça c'est vraiment parfait pour la théorie des vagues d'Elliott. Une première vague de hausse, suivie d'une consolidation qui retrace quasiment la totalité. Puis on a eu ce grand canal haussier, avec une vague 3 probablement, ici, qui est souvent la plus longue, la vague 3, et puis une vague 4 qui ne doit pas descendre plus bas que la vague 1, on en est loin, et une accélération haussière, la vague 5, faisant à peu près la même taille que la vague 1, ici, donc un mouvement assez propre, donc vague 5 arrivant jusqu'ici, et là, peut-être donc une correction en A, première vague de consolidation, B, rebond un peu piégeux, et C, une vague de consolidation un peu plus marquée. Moi j'avais mis le rebond idéal à 7035, on constate que dans l'après-midi, on voit 7040, l'indice a du mal à passer, est en train de repasser au-dessus, donc peut-être que la vague de consolidation va se faire un peu plus haut, pourquoi pas. Tant qu'on est sous 7084, en tout cas, le mouvement reste en consolidation. Il n'est pas baissier, la tendance de court terme est rompue, clairement, mais le mouvement reste haussier à moyen et long terme. On est loin, nous, sur les indices européens, des niveaux d'invalidation de moyen et de long terme. Je vous remets le canal baissier, alors il y a beaucoup de traits encore une fois, mais le canal baissier au sein duquel le futur CAC 40 avait évolué toute l'année 2022, on en est sorti puissamment, on s'est quasiment réappuyé dessus, on a réaccéléré, on n'est plus en tendance baissière en Europe, c'est encore le cas aux États-Unis, mais et encore c'est en train d'être testé en tout cas, mais en Europe ça n'est plus le cas. Donc en 14 heures, ce scénario d'une consolidation. Alors il y a différents types de consolidation, ça peut être un flat, une correction à plat, et donc pas aller plus bas, on verra, mais moi j'avais fixé le C
la vague C entre 6820 et 6865 est un niveau important sur lequel on s'est appuyé pour former la dernière impulsion haussière, qui est le niveau de la vague 4, qui pourrait correspondre à un point d'entrée intéressant à nouveau, considérant qu'on est toujours pas mal investi, mais qu'on cherche à optimiser d'éventuels points d'entrée. Si on repasse au-dessus de 7084,5 sur plusieurs clôtures, on pourrait considérer la réactivation de la dynamique haussière, l'invalidation de cette vague de correction, l'invalidation du décompte d'Elliott, et dans ces cas-là, reprendre des positions un peu plus agressives pour aller chercher 7130, 7143, qui étaient les cibles dont on s'était approché, et bien là qu'on avait touché, non pardon, on s'était approché, on a changé d'échéance, et donc les niveaux collent cette fois-ci, avec cette zone 7130-143, puis d'aller accélérer pour aller chercher la zone de résistance majeure, 7214-7262, et puis les tops historiques qu'on avait connus il y a un an de ça. Donc, marché fort, pas de retracement. On voit d'ailleurs ces mèches basses qui se mettent en place ici pour l'instant. Ça va nous servir de repère pour un éventuel mouvement baissier. Il est très bien travaillé en 14 heures, une fois, presque 2 fois, 3, 4 fois. Et ici, on ne l'a pas touché. Donc, la rupture de ce niveau et la rupture de 7020 pour la séance de demain, la zone 7024-7020, sera un warning et probablement un signal de retracement un peu plus marqué dans ce cas-là. 6997 premier support, mais il y a de bonnes chances d'aller un peu plus bas et d'aller chercher au moins la zone 6924,5, 6937. On les retrouve pas mal graphiquement. Alors, ça va être à réajuster avec la nouvelle échéance, pardon. Ce sera 6916 ici et 6950,5 là, pardon, je n'avais pas réajusté depuis le changement d'échéance. Donc vous les avez en direct 6916, 6950 et demi. Voilà ce qu'on va surveiller pour le CAC 40. Je voulais vous montrer aussi l'indice FTSE MIB, donc l'indice italien, que je regarde de temps en temps et qu'on avait regardé en fin d'année dernière pour voir que des mouvements importants se mettaient en place et qu'on est arrivé à des zones charnières en mensuel. Voilà ce qui s'est produit. Donc c'est le graphique de l'indice italien, le MIB 40. On voit qu'on avait buté en 2009, 2015, 2018, puis 2019 et enfin 2021. On avait réussi à déborder ce niveau clé de 24 080 et le retracement de l'année 2022 nous avait fait passer en dessous. On avait finalement préservé 21 240, la médiane du trading range précédent. Et là, on est en train de repasser au-dessus, franchement. Et la prochaine cible, donc elle se situe à 26 940. Le FTSE MIB vaut 25 775 points. On n'est pas très loin des premières cibles. En revanche, le débordement de ces cibles-là ouvrira la voie à des accélérations haussières plus marquées, 29 000 pourquoi pas, 32 880 dans la foulée. On voit que c'est vraiment un mouvement fort et lourd qui se met en place. Je vous avais montré en fin d'année le Stoxx 600 qui est en train de faire un mouvement d'une ampleur historique aussi, qui correspond à des niveaux, lui, de 2000, mais là, on est en train de déborder des niveaux de plus de 10 ans. Il y a un changement fort qui se met en place, probablement, tout ça avec des volumes étayés. Alors évidemment, ce sont nos premiers niveaux d'alerte avec des niveaux cibles importants, toujours un ratio risque-rendement qui est intéressant. Si on va regarder l'IBEX, l'indice espagnol cette fois-ci, il se passe des choses aussi. Alors, l'IBEX est là. Pareil, alors lui il avait travaillé beaucoup de fois ce niveau de support 8410, on s'est articulé autour et puis on l'a redébordé donc en début d'année. C'est un graphique mensuel que vous avez ici et on est en train d'arriver, de s'approcher de cette ligne de tendance baissière de long terme qui est active depuis 2008 aussi, qu'on a testé ici, là et là, et on s'en approche à nouveau. La cible évidemment en cas de débordement c'est au moins 9560 voire 10 160. On est peut-être à l'aube d'un mouvement important en Europe de hausse et de débordement de points de débordement de ligne de tendance baissière historique. Voilà ce que je voulais vous montrer, puisqu'on on travaille des niveaux charnières, et c'est dire qu'il y a vraiment un mouvement de fond important qui se met en place sur les indices européens notamment. Je voulais vous montrer aussi l'indice Nikkei au Japon qui arrive pareil sur des niveaux de support majeur et qui semble réagir. Voilà le Nikkei en graphique mensuel. Le Nikkei il évolue depuis 2012 au sein d'un canal haussier de très long terme qu'il a testé plusieurs fois. Échec ici, enfoncement du canal par le bas et puis réintégration après la crise Covid comme beaucoup d'indices. Et puis on a buté sur la borne haute 2 fois et là on revient en bas du canal et regardez la réaction, elle est très propre. Et on va zoomer cette fois-ci en hebdomadaire. On le voit. Non seulement on s'est appuyé sur cette oblique baissière, mais en plus double appui sur le bas du canal
et il y a un mouvement de hausse qui se met en place. Donc sur le Nikkei, et donc après une accumulation hein, de plusieurs mois sur ce niveau de support que j'aurais pu vous rajouter, donc situé aux alentours de 25 800 qui sera donc notre niveau d'alerte, et donc du potentiel de hausse important pour les mois à venir sur le Nikkei. Ce qui m'amène, sans vous les montrer cette fois-ci, parce qu'il y a des indices chinois, il y en a différentes compositions, c'est un peu compliqué selon sa sensibilité, mais à dire qu'il y a des mouvements importants qui se mettent en place sur les différents indices asiatiques, notamment les indices chinois, entreprises locales. Travailler sur des valeurs chinoises en direct, c'est compliqué, ça se fait très bien sous forme de panier de valeurs chinoises. Il y a différents indices, je vous en cite plusieurs, et dont certains sont éligibles au PA. Il y a le ASI, le PASI éligible au PA. Pour le Japon, il y a le PTPXE, donc qui est un indice Nikkei éligible, enfin Japon éligible au PEA. Il y a le CNAA pour la Chine. Voilà, j'en cite plusieurs. Libre à vous de regarder en fonction de leur composition. Il y en a qui sont très pondérés en valeur en semi-conducteurs. Je me demande si c'est toujours un bon pari, les semi-conducteurs dans le contexte. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de semi-conducteurs sur le marché maintenant, que le retard ait été rattrapé. Ça fait 3 ans qu'on parle de pénurie de semi-conducteurs maintenant presque, et donc le retard semble avoir été rattrapé, et s'il peut y avoir un rattrapage technique lié à des points bas sur les indices ponctuellement, eh bien je ne suis pas sûr que ce soit un mouvement qui se pérennise très longtemps, et on va le voir justement au cours de la session des publications des entreprises, mais en tout cas des choses à faire. J'étais assez réticent à l'investissement sur l'Asie, encore une fois, avant que la grogne, au moment du resserrement de la politique sanitaire, eh bien, n'ait lieu au mois de novembre dernier, et quand eh bien, on commence à constater que le gouvernement assouplit un peu les choses, je ne dis pas que ce sera le cas pour le long terme, je ne dis pas qu'on n'est plus dans une dictature, je ne dis pas que c'est un mouvement simple et qu'il n'y a pas un risque, mais on n'est pas obligé d'avoir une grosse pondération. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a choisi d'avoir une petite pondération sur un indice bien ventilé, et comme ça, on a eh bien, une exposition sur un indice qui a un ratio risque-rendement qui est intéressant. Voilà, fin de la parenthèse. Je voulais vous montrer aussi, c'est assez complet en ce début de semaine, mais il se passe beaucoup de choses sur les marchés, donc on en profite. L'euro-dollar, et puis on viendra ensuite aux matières premières. L'euro qui vient de buter toujours sur la borne haute de son canal. Il y a cette mèche en partie haute qui est un peu à surveiller. Donc possible étoile filante. Ce sera à confirmer, c'est une bougie hebdomadaire, mais le début de semaine commence, on voit, avec un petit peu de rejet contre ces niveaux-là. On a quand même touché 1,0926. On bute sur la zone 1,0878, 1,0967. Le mouvement reste haussier. Il pourrait peut-être consolider en direction de 1,0720, 1,0760, qui, on le rappelle, est un niveau de support majeur. Et on avait aussi bien observé la ligne de tendance baissière de très long terme active elle aussi depuis 2008, comme quoi il se passe vraiment des choses en Europe par rapport à 2008 et par rapport au mouvement qu'on observe maintenant. Et on est en train de passer au-dessus, peut-être en mensuel, ce sera confirmé d'ici à la fin du mois bien entendu, mais un gros niveau mensuel à surveiller. Je passe maintenant rapidement sur le Brent, qui lui aussi donne des signes de reprise et de hausse. C'est peut-être ça qui pourrait alimenter une consolidation. Si on le regarde en mensuel, cette fois-ci on est repassé au-dessus de 86,80. Vous savez qu'on l'avait regardé souvent ce niveau-là. On le déborde en début de semaine en tout cas, avec un petit peu plus de volume au passage du niveau. On est même allé s'appuyer sur 86,80. Les chances d'aller rechercher 95,50 sont à prendre en compte. Et évidemment, ça entraîne dans son sillage le secteur des valeurs liées, et donc un retour d'intérêt. On le voit sur des valeurs comme Morel Epron, Valourec, qui a des configurations graphiques intéressantes pour le moyen long terme, et des valeurs comme Esso qui reviennent sur des niveaux de support. Donc il y a des choses à surveiller de ce côté-là, et peut-être un petit regain d'intérêt après sur des valeurs qui avaient beaucoup surperformé, on le rappelle, en 2022, et qui donc reviennent sur des niveaux de support. Et il y a peut-être aussi de l'intérêt de ce côté-là, donc pas mal de mouvements qui se mettent en place. Ce sera à confirmer, ce petit mouvement, mais il se passe quelque chose, et en tout cas un petit rebond spéculatif qui, lui, hausse des matières premières, pourrait avoir une petite incidence négative sur les indices, et entraîner une légère consolidation. Et enfin, avec ces différents mouvements, je voulais montrer l'indice CRB, le panier de matières premières, donc qui est composé en grosse partie de matières premières pétrolières, et puis il y a de l'or, de l'argent, il y a du gaz aussi à l'intérieur. Il est en train d'osciller, on le voit, autour de son niveau
de sa ligne de tendance haussière de long terme. On est repassé en dessous, on a tenté de repasser au-dessus la semaine dernière, ça s'articule autour, c'est vraiment des niveaux à surveiller et voir si ce trend se remet en place. Évidemment, ce sera dans le sillage du Brent si ça se confirme, puisque la composition du pétrole est importante dans le CRB qui est composé de 19 matières premières globalement, et que donc on a choisi quand même dans ce contexte d'inflation globale, même si elle ralentit, d'avoir en pondération dans nos portefeuilles. On voit que le début de semaine se passe plutôt du côté baissier, c'est peut-être tant mieux, mais en tout cas pour l'instant pas d'invalidation formelle en hebdomadaire, ça n'est que le début de la semaine. On va voir comment ça se passe, on n'insistera pas donc sous des niveaux situés autour de 23,70, en dessous des plus bas récents. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette semaine. Beaucoup de choses à surveiller, des choses importantes qui se mettent en place manifestement, des titres qui sont en train de donner des configurations intéressantes. Ah si, une dernière valeur que je voulais vous montrer, puisqu'on l'avait évoqué ensemble en fin d'année, c'est Alphabet Google. Je vous disais qu'il se passait peut-être des choses de ce côté-là, et que si toutes les techs n'allaient pas remonter peut-être aussi fortement que dans les périodes précédentes, Alphabet Google a donné un gros signal haussier la semaine dernière puisqu'elle sort de son biseau baissier. Un biseau baissier, on le rappelle, c'est une structure qui est retracée en général à 100%. Si on considère que le plus haut du biseau, c'est ce point ici, ça donne 143. Alors ça, c'est un objectif de long terme, hein. Mais en attendant, il y a une sortie, clairement, de la même façon que sur le Nasdaq, une zone d'accumulation, et puis ces petites mèches ici, et accélération haussière, débordement de ce biseau qui a été très bien travaillé, observé par le marché, hein, de la même façon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et sortie puissante avec du volume. Alors évidemment, sur fond d'annonce de licenciement, c'est pas forcément réjouissant. On va voir comment le marché l'interprète. En tout cas, avec un gap au-dessus de cette, en journalier, donc vendredi, au-dessus de ce niveau-là, une accélération aussi avec des volumes. C'est donc un signal important qui se met en place, et on peut déceler éventuellement une structure de retournement haussière en épaule, tête, épaule inversée. Je sais, elle n'est pas très jolie, elle manque un peu de symétrie aussi, on préfère ça généralement, mais il faut dire que ces derniers temps, les structures de retournement haussières sont un peu déformées par le trading algorithmique, et que ce qui était fait manuellement est plus visible à l'époque, est parfois moins propre aujourd'hui. Il reste quand même que la structure est bien visible. Elle donnerait une cible de court moyen terme située aux alentours de 119,55. C'est évidemment un niveau de résistance majeur qu'on retrouve ici, avec 116,30 comme premier niveau important. Mais donc une zone de prise de bénéfice, de première prise de bénéfice, pourquoi pas, si on n'a pas le courage d'attendre un mouvement de très long terme. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort qui se met en place, encore une fois, avec des volumes qui sont très significatifs. On peut le voir ici. Voilà, cette fois-ci, je vous ai quasiment tout dit, enfin le plus possible pour entamer cette semaine, des niveaux de retournement, des points d'accumulation, des choses à faire. Il y a pas mal de titres qui ont bougé. J'avais sorti une petite liste de valeurs que je vais vous indiquer pour la semaine qui surperformait un peu. C'est toujours un peu dans le désordre. Imerys, CGDIM, la Française de l'énergie qui se comporte très bien depuis plusieurs séances. Dassault Aviation qui est sur ses plus hauts mais qui est toujours assez forte. Safran est toujours forte, Valorec on en a parlé, Accor est assez forte ces derniers temps, et puis Virbac aussi donne des signaux haussiers, la Française des Jeux, Rémi Cointreau, elle publie à la fin de la semaine, puis on en a parlé, Alphabet Google. Du côté des secteurs, à surveiller le secteur de la construction et des ressources de base, qui sont des secteurs forts en ce moment, les ressources de base liées à la réouverture en Chine. À surveiller l'industrie et la finance qui frémissent, les small caps toujours, secteur small et mid, pour ceux qui veulent les travailler sous forme de panier, ça existe, small et mid caps, toujours les zones géographiques, donc Japon, Chine, Europe, et pourquoi pas les indices américains pour des rebonds de court terme. Attention au secteur de l'assurance, sous forme de panier, il est en train de former peut-être une couverture en nuage noir en début de semaine, c'est pas très beau, et donc peut-être une prise de bénéfice à faire sur un secteur qui a très très largement surperformé au cours des derniers mois, et donc en revanche à être un peu plus prudent. Voilà, cette fois-ci je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine qui va être passionnante sur les marchés. On se retrouve sur les différents réseaux pour faire des mises à jour de tout ça. Très bonne semaine à tous.